Bonsoir Betty Gervois, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes la mère de Lindsay, l'adolescente de 13 ans qui s'est suicidée le 12 mai dernier après avoir été harcelée pendant des mois. Bonsoir Pierre de Buisson, vous êtes l'avocat des parents de Lindsay. Merci beaucoup de venir Bonsoir. nous voir ce soir. Guillaume Fard, consultant police-justice à Bonsoir. BFM TV, est à mes côtés pour vous interviewer. Vous avez rencontré aujourd'hui Brigitte Macron à l'Élysée. Ça a duré autour de 2 heures. Lundi, vous échangez avec le ministre de l'Éducation. Vous disiez ne pas l'avoir trouvé sincère. En quoi était-ce différent aujourd'hui avec Brigitte Macron? Bonsoir. Donc, Brigitte Macron nous a très bien reçus. Euh, Contrairement à Monsieur Papendiaï, ça n'avait rien à voir. C'était totalement différent. Chez Brigitte Macron, j'ai vu de la tristesse. Elle était touchée par cette histoire, contrairement au ministre. Que vous a-t-elle dit? Elle m'a dit qu'elle serait là, qu'elle allait lutter contre le harcèlement avec moi, qu'on allait lutter ensemble, déjà elle m'a tendu la main, hein, heureusement, parce qu'aujourd'hui je me suis sentie un peu soutenue par rapport à ça, contrairement à d'autres personnes, et par rapport aussi à Maître Dubuisson qui est là aujourd'hui, voilà. Mais elle m'a proposé aussi d'être ambassadrice pour lutter contre le harcèlement. On va bosser ensemble, je pense. On va faire plein de choses et elle a besoin de moi, elle me l'a dit. Ça devient la grande cause de votre vie aujourd'hui. Oui. La lutte contre le harcèlement, La pas lutte seulement contre à le harcèlement. l'école. Voilà, c'est ça. Le harcèlement aussi sur les réseaux sociaux, on va en parler Les dans réseaux un instant. Vous dites aussi qu'elle a su trouver les mots. Elle parle de responsabilité individuelle. Elle reconnaît aujourd'hui que certaines personnes sont responsables de la mort de Lindsay, c'est ça? Oui, elle reconnaît aujourd'hui que l'éducation nationale n'avait rien fait quand on leur a demandé de l'aide. Elle dit que le chef d'établissement est responsable, Oui, en gros, elle le dit aussi. alors que le ministre de l'Éducation, jusqu'ici, parlait d'échec collectif. Oui. C'est pour ça que vous dites qu'elle a trouvé les mots. C'est important ce C'est point-là. ça. Hein. Parler de responsabilité individuelle, reconnaître que certains individus sont responsables, n'ont pas su entendre Lindsay quand elle demandait de l'aide. D'abord, c'est une maman qui a rencontré une maman. C'est en ce sens qu'il y a eu une émotion qui paraissait tout à fait sincère. Brigitte Macron a pris beaucoup de temps avec la maman de Lindsay. Elles ont beaucoup échangé. J'étais à côté puisque je suis l'avocat de la maman de Lindsay. Et il y a nous avons vraiment ressenti qu'il y avait un combat depuis plusieurs années que Brigitte Macron mène contre le harcèlement scolaire, que c'était un combat extrêmement important pour elle, et qu'effectivement, on avait atteint un niveau absolument abominable, hein, d'horreur dans le déversement de haine et de violence, à la fois au sein de ce collège, mais aussi sur les réseaux sociaux. Le ministre du numérique était présent également, donc nous avons pu aborder et prendre le temps d'entrer dans le détail de tous ces problèmes, mais avant même de parler du détail, ce qui était important, c'était de manifester une véritable prise de conscience qui a fait écho avec la déclaration de la Première ministre, Madame Borne, hier à l'Assemblée nationale, qui a déclaré enfin vouloir faire de la lutte contre le harcèlement scolaire une priorité absolue. C'était important pour nous d'être là, pour Betty et pour moi, pour expliquer qu'on doit tout faire pour éviter que ce drame ne se renouvelle. On ne doit pas se contenter de simples déclarations et donc d'abord évidemment il doit y avoir une prise de conscience. Enfin, on a l'impression qu'il y a un début d'électrochoc, mais il doit vraiment y avoir un électrochoc national et qui doit ensuite découler sur des mesures concrètes, pragmatiques, réelles dans la durée. La grand-mère de Lindsay, arrêtez-moi si je me trompe, avait écrit à la fois au président de la République et à Brigitte Macron pour alerter. Est-ce que vous en avez parlé aujourd'hui avec Brigitte Macron? Est-ce qu'elle avait reçu cette lettre, le président également ou pas? J'en ai parlé tout à l'heure et elle n'a rien reçu. Après, comme on a dit, c'est possible par rapport à sa secrétaire que ça n'avait pas été donné, on ne sait pas. Mais la lettre avait bien été envoyée, ça c'est sûr. Parce que ma fille me l'avait confirmé, elle l'avait fait avec ma mère, justement. Lindsay était Elles présente. avaient toutes les deux écrit à la Première Dame pour lui dire quoi? Quel était le sens de cette lettre? Déjà, premièrement, elle s'est adressée à Emmanuel Macron
en expliquant ce qui se passait. Et ensuite, elle a mentionné Madame Brigitte Macron parce qu'elle était justement sensible à ça. Elle luttait contre le harcèlement et parce qu'elle était maman et mamie. Donc, elle voulait que ça la touche et justement, on voulait une réponse par rapport à ça. On voulait que quelqu'un bouge parce qu'on a fait des démarches un peu partout et on avait l'aide de personne. C'est ce qui est fou dans votre histoire, c'est que vous avez appelé à l'aide. On a l'impression que vous avez tout fait tout ce qui était possible pour sauver votre fille et que à chaque fois que vous essayez d'attraper une main, elle se dérobait. Vous n'arriviez pas à trouver de l'aide, à trouver même une oreille. Avant de s'interroger sur les responsabilités des uns et des autres, il est important qu'on raconte cet engrenage de la violence. D'abord la violence des mots, ensuite la violence physique. Ça commence à quel moment? Est-ce que vous arrivez à remonter jusqu'à l'origine du harcèlement ou pas? Ça commence au mois de septembre. Ça a commencé au mois de septembre avec des mots. Puis ensuite, au mois de novembre, il y a eu une première... les jeunes filles ont été versées du coca sur les cheveux de ma fille en filmant et en mettant la vidéo sur les réseaux sociaux. Ensuite, c'était tout le temps, constamment des insultes sur les réseaux, à l'école. Quoi comme insulte? Pour qu'on se rende compte? Grosse pute, va rejoindre ton père, tu sers à rien, salope, plein de boutons. Sachant que son vraiment père est mort physique, quoi. Quand elle avait vraiment... 3 ans, c'est ça? Son père est mort quand elle avait 3 ans. Voilà, c'était tout le temps sur son physique, c'était la rabaisser constamment, dire que moi aussi j'étais une pute comme ma fille, c'était ça, quoi. Dès le début, elle vous en parle? Dès le mois de début, elle m'en a septembre, parlé, elle oui. vous dit je me fais harceler à l'école et sur les réseaux sociaux. Elle me racontait, elle me montrait en fait. Elle me montrait tout, les insultes sur les réseaux. Elle m'a rien caché, elle me montrait vraiment tout. Elle m'envoyait des captures d'écran de ce qu'elle recevait. C'était tout le temps. Quand il y a une première bagarre, les premières violences physiques, à ce moment-là, que se passe-t-il? Est-ce que vous arrivez à en parler avec le directeur de l'établissement ou pas? En fait, il y a eu une première bagarre dans le collège qui a duré presque 3 minutes. Et dans cette bagarre, justement, comme elle a été filmée, hein, forcément, on voit en aucun cas un surveillant ni le chef d'établissement. Personne n'intervient dans cette bagarre qui avait lieu dans le collège. Personne n'intervient? Personne. Et ensuite, j'ai été convoquée par le directeur. C'est la seule fois où j'ai été convoquée avec lui, de toute façon. Et à ce moment-là, lors de la rencontre, il m'a carrément dit il faut retirer le téléphone de votre fille et la punir. La punir? Voilà. Et l'autre personne, celle qui est en face, qui commence à la violenter, elle a été exclue, c'est ça? Une des harceleuses a été exclue à ce moment-là? Elle a été exclue au mois de février. Et non, elle a été exclue parce qu'elle écrivait sur les murs, pas parce qu'elle a frappé ma fille. Hein. Parce que ma fille me le disait, hein, tu sais, maman, elle a été renvoyée parce qu'elle écrivait sur les murs, pas parce qu'elle m'a frappée. Hein. Et ils ont viré définitivement cette fille, mais par contre, il restait toujours les 3 autres qui étaient là. Et c'était un groupe de 4. Et Voilà. ensuite, il y a une deuxième bagarre. Voilà. Cette fois, c'est différent parce que votre fille vous prévient. Elle sait qu'elle va Oui. affronter des violences à la sortie des cours. C'est ça. Ma fille, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, maman, on m'attend à la sortie. Hein, c'était le soir du brevet blanc. Et puis, ses filles finissaient à 15h30. Ma fille finissait à 16h30. Et quand ma fille est sortie, elle m'a dit, tu sais, maman, j'ai retiré mes bijoux, j'ai attaché mes cheveux. Parce que la première bagarre, ils lui ont arraché beaucoup de cheveux. Et elle a dit, je suis sortie et je me suis fait frapper, quoi. Ils m'ont battue. Donc, c'était quand? C'était au mois de février, ça. Et c'est lors de cette bagarre c'est cette bagarre que vous avez pu voir de vos propres yeux? Voilà, quand j'ai vu ma fille à terre et que j'ai dû, moi, la tirer avec son beau-père, hein, on a dû la tirer, on a dû vraiment pousser les filles parce qu'elle la lâchait pas, quoi. Après, ma fille était à côté de moi, elle est repassée derrière moi pour rechoper ma fille. Et il y avait tout le corps enseignant qui était là. Et le directeur a dit, je peux rien faire, ça ne fait pas partie de mon établissement. Tout le monde Ils l'ont regardait laissé. la scène? Bien sûr. Le directeur d'établissement voit votre fille se faire frapper et il ne fait rien? Exactement. Je crois même que vous êtes insultée à ce moment-là. Moi, je le me groupe suis fait insulter aussi, oui, par ces filles. Personne ne fait rien et tout le monde filme. Personne ne fait rien, tout le monde filme, la police est arrivée à la fin et c'est de là que j'ai dit, bon, moi, je vais au commissariat et là, c'est bon, quoi. C'est plus possible. Et que faites-vous? Donc, j'ai été au commissariat déposer plainte. Ensuite, ils ont entendu l'INSEE. Franchement, on est resté bien plus de 2 heures dans le bureau. L'INSEE a rempli une feuille, justement, pour expliquer sa détresse. Hein. Elle a tout expliqué, une plainte qui fait 5 pages.
On a passé du temps. Elle a vu une psychologue dans le commissariat. De là, je suis sortie. Je suis allée... le lendemain, j'ai prévenu l'académie de Lille. J'ai tout envoyé, toutes les démarches. On a vu le médecin, elle a eu des 7 jours d'arrêt d'école. Elle a vraiment des certificats, coups et blessures. Voilà, c'est ça. Et puis, les vidéos aussi ont été envoyées, comme quoi il n'y avait aucun surveillant, aucun corps enseignant qui était là pour les séparer. Personne ne les a aidés. Personne ne nous a aidés, ni avant, ni pendant, ni après, comme j'ai dit. La seule personne qui nous a entendus aujourd'hui et pour moi qui me donne son soutien, c'est Brigitte Macron. Pourquoi le directeur ne fait rien? J'imagine que vous en parlez avec lui, vous lui demandez... J'en ai parlé une seule fois parce que l'académie, après, quand ils ont reçu la lettre de suicide de l'INSEE et tout le dossier, le gros dossier, parce que c'était un très gros dossier, j'ai été convoquée au collège et le directeur était dans les locaux. Il ne m'a pas reçue. J'ai été reçue par le CPE et l'adjointe au directeur, c'est tout. Lui n'était pas présent. Et le CPE dit quoi? Ils avaient un peu peur par rapport à l'INSEE. Ils lui demandaient comment elle allait, si elle avait encore des idées noires. Forcément, elle a été entendue le jour-là. On a été voir l'infirmière ensemble le jour-là. Et après, plus rien. Il faut qu'on explique la lettre de suicide dont vous parlez. C'est-à-dire que l'INSEE avait écrit une lettre de suicide que son beau-père a retrouvée au domicile. Un jour, il tombe sur une lettre de suicide. En dessous de son matelas, oui. Là, il en parle à l'INSEE? Non. Il m'a appelé moi. J'étais sur Paris à ce moment-là. Et quand je suis rentrée, je ne lui ai pas dit par téléphone. Je lui ai demandé de me donner des nouvelles quand elle sortait parce que j'ai eu peur. Parce que je ne savais pas quand elle datait cette lettre. Et quand elle m'a rassurée au téléphone, oui, je suis bien rentrée. Je suis rentrée à la maison. On a été dans sa chambre 1h30, 2 heures. On a discuté ensemble. On a discuté de ça, quoi. Elle m'a dit qu'elle en pouvait plus. Quel jour? On est à quel moment? Au mois de février, toujours. Toujours au mois de février. Oui. Et là, elle vous dit, ne t'inquiète pas, je ne vais pas me suicider. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je le ferai pas, je suis forte, je te promets. Parce que je lui avais dit, promets-moi de ne pas me faire ça, j'arriverai pas. Et tout de suite, vous vous dites, il faut qu'on en parle, il faut qu'on la montre, cette lettre. Comme ça, ils vont comprendre. Et je l'ai envoyée à l'académie. Mais elle reste lettre morte. C'est ça, en fait. Après, je vous dis, ils ont envoyé au collège, il y a eu un rendez-vous et après, plus rien. Les mots de cette lettre sont très forts. Vous les aviez lus lors de la conférence de presse de la semaine dernière. Et on a l'impression que tout est écrit dans cette lettre. Il y a sa souffrance qu'elle raconte, il y a l'adresse à sa meilleure amie, elle s'inquiète pour elle. Il y a le fait aussi, j'ai plus la phrase exacte, je l'avais notée, j'espère de tout cœur que ce que j'ai fait aura servi à quelque chose. C'est une lettre qu'on a remise au ministre de l'Éducation nationale en lui disant que c'était une phrase qui était prémonitoire, mais qui s'adressait à lui, à l'État, au sens large, pour venir enfin se battre et enrayer ce phénomène terrible qui prend des proportions délirantes du harcèlement scolaire, qui se propage au-delà dans le cadre d'un déchaînement de violence sans aucune limite, à travers des propos haineux, intolérables sur les réseaux sociaux. Et on verra ce qui pourrait être fait. Mais ce qui est important de dire par rapport à l'entretien aujourd'hui avec Brigitte Macron, c'est que, bien consciente de toutes les défaillances énormes à tous les niveaux, au niveau de l'académie, au niveau des professeurs, au niveau du responsable de ce collège, et on vous posiez la question tout à l'heure, qu'est-ce qui peut expliquer que non seulement ce corps enseignant de ce collège, et on le voit, on a pu le voir dans d'autres affaires, une partie du corps enseignant, certaines personnes de l'administration de collège et de lycée, non seulement détournent le regard quand des élèves, des enfants les appellent à l'aide. Le directeur de l'école, je crois même, au moment de la bagarre dont on parlait tout à l'heure, dit c'est en dehors de l'établissement scolaire. Il était à quelques mètres de l'INSEE quand l'INSEE se faisait passer à tabac. Et alors même que quelques heures plus tôt, elle était allée le voir en lui disant « aidez-moi », il l'a laissé aller à l'abattoir. Donc il y a un comportement là qui confine à une lâcheté extrême, peut-être une faiblesse d'une certaine partie du corps enseignant qui a été dénoncée par Brigitte Macron et qui nous a dit un signal très fort va être envoyé parce que à tout le corps enseignant de tous les collèges et tous les lycées de France, parce que il est temps maintenant d'accueillir immédiatement et humainement tous les appels à l'aide de tous les enfants. C'est-à-dire qu'en gros, la première dame reconnaît que le directeur de l'établissement, selon les faits rapportés, les multiples témoignages, etc., est en partie responsable. Est-ce qu'elle va jusqu'à vous dire que oui, il y aura une sanction
Elle ne peut pas aller jusqu'à dire qu'il y aura une sanction dans la mesure où forcément c'est à l'enquête administrative de le dire et au juge pénal de le dire. Mais elle fait preuve de bon sens, elle connaît les éléments objectifs du dossier et elle est sidérée par l'attitude non seulement de cet homme, mais de tout le corps enseignant qui, encore une fois, n'a pas pris la peine d'appeler la maman de l'INSEE, d'aller la voir ou de lui envoyer une lettre après le décès de l'INSEE. Donc il y a des défaillances majeures d'un point de vue humain. On revient à la base, d'un point de vue humain, personne ne s'est tourné vers cette mère de famille pour lui dire on est désolé, on est navré. Personne n'a fait ça et ça va se renouveler si on ne fait rien. C'était la raison pour laquelle il était important pour nous de poser des questions claires aujourd'hui à Madame Macron et poser des questions claires au ministre du numérique pour savoir concrètement qu'est-ce qui va être fait. On va se pencher sur les solutions dans un instant, mais ce que je comprends bien, c'est que lorsqu'il y a cette lettre de suicide qui annonce le drame, vous n'êtes même pas reçu par le directeur de l'établissement. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Non. J'ai été reçue par le CPE et l'adjointe au directeur, c'est tout. Il ne prend pas la mesure de l'importance de cette lettre. Et il était là, à côté, dans le bureau, mais il ne m'a pas reçue. C'est au mois de février. Oui. Ensuite, est-ce que ça s'arrange pour l'INSEE ou est-ce qu'elle est de nouveau dans une spirale? Elle est de nouveau dans une spirale, oui, parce que ça continuait. Ça continuait à l'école. Quand je lui dis ça va, ils te font plus de mal, ils t'insultent plus. Elle me dit mais si maman, mais j'ai l'habitude. C'était la réponse de ma fille. Elle me dit maman t'inquiète, j'ai l'habitude. Mais c'est pas possible de dire ça. Elle fait un malaise le 11 mai? La veille, oui. La veille. Elle fait un malaise, donc je suis appelée par le CPE pour me dire que l'INSEE se sentait pas bien. Elle a fait un malaise à l'école. Et du coup, je suis allée au collège. Il y avait les pompiers qui étaient présents. Nous sommes partis du coup à l'hôpital. Et l'INSEE s'est confiée à l'hôpital en disant qu'il y avait des regards qui se retournaient contre elle. Elle sentait des regards posés sur elle à la récréation. Peut-être qu'elle a vu quelqu'un qui lui a fait peur ou une menace, je ne sais pas. Elle a fait un malaise. Et dessus, c'est bien écrit malaise dû au harcèlement scolaire. Crise d'angoisse, pardon. Et elle retourne quand même à l'école alors Ils m'ont qu'il y a fait ce diagnostic. ressortir. Voilà, ils m'ont fait ressortir. Le lendemain, l'INSEE a voulu retourner à l'école, donc je l'ai laissée aller. Le jour-là, elle était superbe. Elle était souriante. Le jour du suicide? Oui. Elle était souriante, elle est rentrée, elle a fait ses devoirs, elle a pris son goûter. Elle devait aller à l'anniversaire du samedi. Et du vendredi il était 17h20, un truc comme ça. Elle a envoyé à sa copine « Je ne serai pas là demain ». Pour un anniversaire auquel elle devait se rendre. Voilà. C'est son dernier SMS. Voilà, c'est ça. Vous dites qu'elle était souriante, presque apaisée ce jour-là? C'est ça. J'ai trouvé ma fille apaisée, souriante. Elle était pleine de vie, joyeuse. C'est la première fois que vous la voyez comme ça depuis des jours et des jours? Non, parce qu'avant, elle était quand même comme ça. L'INSEE, c'est une personne qui est pleine de vie, pleine d'ambition. Elle a des projets, elle avait des rêves. Voilà, elle avait plein de choses. Et la dernière semaine, elle m'a montré qu'elle souffrait parce que j'ai vu différente. Elle était agressive. Elle parlait, elle claquait la porte, je veux dire, mais jamais de manque de respect. Hein, jamais, depuis sa naissance, jamais de manque de respect envers nous. Et là, le dernier jour, elle était totalement différente. J'avais retrouvé ma fille le dernier jour. Elle avait même fait ses devoirs, oui. Comme si elle se projetait sur le lendemain. Elle m'a dit, maman, j'ai appris, c'est bon, regarde, là, j'apprends ça. Demain, j'apprends un autre paragraphe. Et pour lundi, c'est bon, je saurai par cœur. Elle a laissé une lettre ou pas? Non. Non. Dans l'histoire du harcèlement de l'INSEE, on comprend que l'INSEE choisit dès le début d'en parler à sa mère. Je le dis parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Parfois, l'enfant garde ça pour lui, a du mal à s'exprimer. Elle, tout de suite, elle s'est confiée. C'est important d'être là ce soir parce que le témoignage de la maman de l'INSEE s'adresse à tous les parents de France, à tous les enfants qui peuvent être soit auteurs, soit victimes de harcèlement, sans jamais forcément ou nécessairement comprendre les conséquences de ce harcèlement. Et pour sensibiliser le plus possible toutes ces familles, les jeunes, les instituteurs, les collèges, les élèves, les professeurs, leurs parents,
sur le fléau que constitue le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. C'est un élément vraiment extrêmement important. Il n'y a Il fallait jamais de être évoqué. dialogue avec les parents des harceleurs. Et pour revenir sur la question que vous posiez, c'est vrai que dans l'immense majorité des cas, les études montrent que les enfants harcelés se referment sur eux-mêmes, ont des difficultés à s'exprimer par pudeur ou par honte vis-à-vis de leurs parents, qui constatent bien que ça va moins bien. Mais la plupart du temps, les parents ne savent pas que leurs enfants sont harcelés. Et ce qui rend, je parle de cette affaire parce que ça devient une affaire nationale, l'affaire Lindsay absolument scandaleuse, c'est qu'elle parlait, Lindsay, elle avait multiplié les alertes, les signalements, sa maman aussi. Elles se sont démenées pendant des mois. Les parents aussi en ont fait un combat tout de suite. Pendant des mois, ça n'a pas duré quelques jours, ça a duré des mois pendant lesquels toute la famille s'est démenée et a multiplié les appels à l'aide, au secours vis-à-vis de toutes les institutions qui ont préféré fermer les yeux, détourner le regard et piétiner ces appels au secours. On va essayer maintenant de se pencher sur les solutions. Est-ce que vous pensez que le dialogue avec les parents des harceleurs aurait pu aider? Est-ce que vous l'aviez déjà demandé? Bien sûr. Je l'ai demandé au mois de février de rencontrer les parents. Parce qu'avant, ça se faisait comme ça. Et je pense que ça aurait été une solution. On aurait été tous ensemble, les parents, les jeunes filles, nous, avec l'INSEE. Et je pense que oui, on aurait pu trouver une solution à ce moment-là. Certains pays font comme ça. Des groupes de parole, ce qu'on appelle la justice réparative, par exemple, qu'on a pu d'ailleurs voir dans un film récemment. Mais ça existe aussi en matière de harcèlement scolaire, il me semble, au Canada ou en Australie. Pour vous, ce serait aussi un axe? Chacun se mettre autour de la table, essayer de comprendre, même faire dialoguer les enfants entre eux? Ça fait partie de ce qui a été évoqué aujourd'hui. On a parlé du programme phare qui a été lancé il y a quelques années, qui en est encore à ses balbutiements. Et un élément important qui a été évoqué par la maman de l'INSEE, c'est évidemment de multiplier tous les moyens pour sensibiliser dès l'école primaire, au collège et au lycée, tout le monde vis-à-vis de ce fléau. Et ça passe par un triptyque, c'est-à-dire associer nécessairement les parents d'élèves, les élèves et les professeurs. Brigitte Macron vous dit qu'elle est pour ce système. Absolument. Et quand on a réévoqué la nécessité d'associer ceux qui ont souvent une responsabilité morale à travers peut-être des défaillances dans l'éducation de leurs enfants, je parle des parents, oui, de les associer avec leurs enfants, d'autres enfants et les professeurs, dans le cadre d'un programme massif de sensibilisation de toute la jeunesse française vis-à-vis de ce fléau que constitue le harcèlement scolaire, elle y est totalement favorable. Et c'est en ce sens qu'elle a proposé à la maman de l'INSEE de l'accompagner, de l'aider pour que les choses s'améliorent, que se soldent par des actions extrêmement concrètes et pragmatiques. Il y a aussi donc ce que dit Pape Ndiaye, il promet des moyens supplémentaires, notamment la création d'un référent sur le harcèlement dans chaque établissement. J'imagine que vous en avez parlé avec lui. Il veut aussi étendre le programme phare au lycée, protéger davantage les élèves qui sont victimes de harcèlement en primaire, en ouvrant par décret la possibilité d'écarter d'une école justement le harceleur. Ça fait partie des pistes et il va aussi convoquer les recteurs, les représentants français des réseaux sociaux. Est-ce que ces mesures, quand elles s'additionnent, vous semblent suffisantes ou pas? Ces différentes pistes. En fait, on nous propose des choses, on nous dit des choses. Maintenant, on demande qu'à voir si vraiment ça va être vraiment fait. Parce qu'on ne veut pas que dans une semaine ou 2 semaines, tout ça soit coulé et qu'on n'en parle plus. Donc, on attend des actes, on attend des preuves de ce qui va se passer. On n'a pas beaucoup parlé du harcèlement sur les réseaux sociaux, mais c'est ce qu'on ne vivait pas à notre époque. Les enfants qui ont vécu le harcèlement quand ils avaient, qui ont aujourd'hui les adultes qui ont notre âge et qui ont vécu ça en étant enfants, ne vivaient pas ça. Le harcèlement se cantonnait à l'école. Quand on sortait de l'école, c'était fini. On pouvait peut-être essayer de ne plus y penser. Avec les réseaux sociaux, le harcèlement est permanent. C'est-à-dire que votre fille, continuellement, était face à la haine de certains. Et là, quand vous en parlez avec le ministre qui est en charge des questions numériques, que vous dit-il? Que peut-il faire face à des géants qui sont Facebook ou Instagram, par exemple? Et il y en a d'autres. Le ministre a évoqué sa situation personnelle, puisqu'il a lui aussi des enfants. Lui aussi, comme tous les Français, il est inquiet vis-à-vis de tous les phénomènes qui peuvent se multiplier sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, ou les problèmes liés à la pornographie pour les plus jeunes enfants dès l'école primaire. Et effectivement... malgré une bonne volonté évidente du ministre du numérique, ce qui est ressorti, c'est un certain aveu de faiblesse encore aujourd'hui,
de l'État français dans le cadre du rapport de force avec les géants des réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, qui ne veulent pas collaborer avec l'État français pour endiguer ce phénomène de cyberharcèlement, que ce soit le harcèlement des plus jeunes, qui est un prolongement du harcèlement scolaire, hein, qui a pris, comme vous l'avez dit, une nouvelle tournure, puisque non seulement il n'y a plus de limite de temps, il n'y a plus de limite d'espace, mais il n'y a plus de limite non plus dans le degré de gravité de ce déchaînement de haine et de violence qui, dans cette affaire, et je crois que c'est important d'en reparler, a atteint un paroxysme inédit, puisque la mort de l'INSEE n'a pas suffi à enrayer ce déchaînement de haine et de violence. Sa mémoire a continué à être souillée, sa meilleure amie continue d'être harcelée. Et aujourd'hui, ni la justice, ni la police, ni le ministre de l'Éducation nationale, ni le ministre du numérique, malgré toute sa bonne volonté, ne semblent être capables de venir protéger aujourd'hui les proches de l'INSEE, sa meilleure amie, d'autres collégiens qui continuent de subir un harcèlement à l'école, mais aussi un cyberharcèlement, oui, et qui aujourd'hui sont totalement démunis. On avait avec nous la semaine dernière Océane, qui était une des amies de l'INSEE, Maëlys et sa meilleure amie. Il y avait aussi Océane, et Océane nous racontait que le harcèlement continuait après la mort de l'INSEE contre elle. Un harcèlement même peut-être encore plus violent. Océane qui raconte aussi à un moment avoir elle aussi pensé à se suicider. Cette haine est toujours là, il est impossible de la stopper. Elle provient toujours des mêmes personnes ? Oui. Il y a une des harceleuses de l'INSEE qui est l'harceleuse aussi de Océane. Et l'entourage aussi. Et l'entourage, ouais. Et impossible de les empêcher. Impunité totale. Une impunité totale, une défaillance de la police, puisque les plaintes avaient été déposées. D'autres plaintes ont été déposées. Un nombre très très important de plaintes ont été déposées. Un juge d'instruction qui a cru bon devoir laisser sous contrôle judiciaire, pas les enfants, ce qui est normal, mais l'adulte. Et c'était normal que les enfants n'aillent pas en détention. On peut tout pardonner à des enfants, même surtout quand ils sont plongés dans une bêtise crasse, comme ça a été le cas. En revanche, les parents des enfants, et notamment la mère d'une des harceleuses qui a menacé de mort, qui a harcelé, qui a insulté l'INSEE et sa maman, et qui est encore aujourd'hui placée sous contrôle judiciaire, bon, on peut considérer, même si je suis avocat pénaliste et que je défends des victimes et des auteurs, que là, il y a quand même peut-être une faute, une défaillance à ce niveau-là, et surtout le fait que, puisque je défends aussi les intérêts de Océane, de Flavie, de Maëlys, qui sont dans ce collège et qui continuent d'être harcelés, et il y a un aveu, un constat d'échec de toutes des pouvoirs publics, de la justice, de l'académie, du corps enseignant, et avec des familles, des dizaines de milliers de familles dans toute la France qui nous sollicitent, qui nous écrivent, que ce soit la maman de l'INSEE et moi-même depuis 10 jours, pour nous dire mais c'est aussi notre cas, on est totalement isolés, abandonnés, et on ne peut rien faire. Et je crois qu'il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer avec la plus grande force. Le combat que nous allons mener, c'est un combat qui va durer des années, que nous ne lâcherons pas, nous n'abandonnerons jamais. Mais il faut que ce sursaut que nous avons, à travers cette affaire absolument abominable, contribué à activer, puisse perdurer dans le temps et se concrétiser par des actions concrètes, puisque, encore une fois, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, à travers l'apprentissage que nous prenons du respect de l'autre, de l'amour du prochain, dès l'école primaire, le collège, en associant les parents. C'est très important d'associer les parents parce qu'ils ont quand même une responsabilité morale. Les instituteurs, les professeurs, c'est aussi un gage que l'avenir sera meilleur et qu'au niveau du contrat social, les adultes de demain seront respectueux et se comporteront d'une façon digne d'une société normale. Parce que quand on voit le degré de violence dans lequel nous avons basculé avec cette affaire, il y a vraiment de grandes difficultés auxquelles nous devons faire face, et il est important de réagir avec la plus grande force et de réagir tout de suite. C'est ce qu'on trouve incroyable dans cette histoire, Guillaume Farne, de se dire que le harcèlement continue en ce moment dans cet établissement scolaire. On a tous les yeux braqués depuis des jours sur cet établissement. On suit vos témoignages au jour le jour, les différents rendez-vous. On attend de voir quelle sera la réponse politique. Et en ce moment, il y a encore des enfants, des amis de l'INSEE, qui sont chaque jour harcelés dans cet établissement. Oui. Encore, ça continue. Avec plusieurs niveaux de responsabilité. Le premier, évidemment, celui des harceleurs. Qui se sentent dans une forme d'impunité totale et qui continuent de proférer des injures, des menaces, des propos absolument inqualifiables. La responsabilité, c'est aussi celle de l'établissement et de ceux qui le dirigent. Pourquoi est-ce que cela persiste, alors même qu'il y a eu un fait grave? Et enfin, il y a celle des réseaux sociaux. Celle des réseaux sociaux qui ne font pas ce travail de modération qui est attendu de leur part, qui a été réaffirmé dans différentes lois, la dernière étant d'ailleurs la loi contre le harcèlement scolaire du 2 mars 2022, qui réaffirme des obligations pour les réseaux sociaux de modération de certains contenus, et pourtant, il ne se passe rien. Et il y a comme une forme de
de tolérance vis-à-vis des réseaux sociaux. Si demain, quelqu'un est dans la rue, prenait une pancarte et menaçait ouvertement de mort quelqu'un d'autre sur cette pancarte, il serait immédiatement arrêté. On ne le laisserait pas poursuivre. Mais dire la même chose sur les réseaux sociaux fait que les enquêtes ne sont pas menées avec la même diligence, fait qu'il n'y a pas de collaboration nécessairement des plateformes et des hébergeurs. Alors même que ce n'est pas moins grave. C'est pas moins grave de menacer quelqu'un de mort sur les réseaux sociaux que de menacer dans la vie réelle. Dans les deux cas, la gravité est égale. Pourtant, elle n'est pas traitée de la même manière. Et c'est cela aussi contre quoi il faut lutter. Et il faut peut-être aussi contraindre davantage ces réseaux sociaux. Puisqu'on parle de cet établissement scolaire où le harcèlement continue, est-ce que vous savez si le ministre de l'Éducation s'est rendu sur place ou s'il compte le faire? Non, il ne s'est pas rendu sur place, il ne compte pas le faire. On a proposé de venir à une marche blanche, il nous a gentiment fait comprendre qu'il ne viendrait pas parce qu'il avait autre chose à faire. Et bon, c'est pour ça que ça contraste évidemment avec la façon dont aujourd'hui on a été reçu, qui était une façon un peu plus humaine d'aborder la situation. Je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Et puisqu'on a tous une responsabilité médiatique et les médias ont joué un rôle extrêmement important pour donner un écho retentissant à cette affaire qui potentiellement pourrait concerner chaque famille française, c'est le fait qu'il est grand temps de demander au gouvernement d'entrer en guerre contre les réseaux sociaux, d'arrêter de subir. Mais toutes les plaintes que vous avez déposées, parce que vous avez déposé de multiples plaintes. De nombreuses plaintes. Contre le principal, contre le rectorat. Contre Facebook, contre Instagram recteur, également. Contre Facebook, Instagram. Vous attendez quoi de l'issue de toutes ces plaintes? Parce que vous avez porté plainte contre de multiples acteurs, en fait, dans cette affaire. Nous attendons que les juges qui seront en charge du procès pénal puissent faire leur travail et que toutes ces autorités qui ont joué un rôle majeur dans la mort de l'INSEE, puisque si chacun avait fait son travail et si les réseaux sociaux avaient fait leur travail de modération de contenu illicite, l'INSEE serait vivante aujourd'hui. Donc effectivement, nous attendons que les responsabilités soient reconnues et qu'il y ait des sanctions massives, en particulier contre les réseaux sociaux qui servent de caisse de résonance inqualifiable par rapport à ce fléau du cyberharcèlement. Puisqu'on parle de la marche qui va avoir lieu le 18, est-ce que vous savez qui sera présent à cette marche? Est-ce que des représentants de l'établissement scolaire comptent venir ou pas? Non, je ne pense pas. Ils ne sont pas venus la première fois, je pense qu'ils ne viendront pas la deuxième fois. Il n'y a jamais eu le moindre message Rien du tout. qui vous a été envoyé de leur part à aucun moment? Personne. Et quand vous parlez de votre vie aujourd'hui, j'ai du mal à vous interroger dessus, mais est-ce que vous allez rester dans cette ville? Est-ce que vous allez déménager? Non, Comment vous vous projetez? Je vais déménager, justement. On a fait une demande pour partir. Et moi, je peux plus rester. En plus, j'habitais juste à côté du collège, 500 mètres. Je peux plus. Je peux même plus rentrer dans la maison. C'est pas possible. Il y a vos deux petits garçons? Oui. Ils finissent l'école, là. Ils vont encore à l'école, justement. C'est important. Mais après, ils changeront d'établissement aussi. Ils ne sont pas dans le même établissement où était l'INSEE, Non, c'est à part, petits. en fait. Voilà. Le collège est à part des écoles primaires et maternelles. Donc il s'agit pour vous de changer d'endroit parce que ça vous rappelle à la fois le drame et puis tout simplement parce que pour la suite de leur parcours scolaire, ils ne seront pas en sécurité là-bas. C'est ce que vous dites. Pour les enfants, c'est important de changer de cadre, déjà. Je ne veux pas penser qu'à moi. J'ai des enfants derrière, c'est important, qui changent de cadre et qui voient autre chose, qui, malheureusement, vont perdre leur repère par rapport à ça, mais on va en prendre d'autres qui seront meilleurs. Parce que je ne vais pas les laisser, justement, dans ce cadre-là. Ils n'avanceront pas, et moi non plus. Vous en faites aujourd'hui le combat de votre vie. Vous le faites aussi pour les autres enfants qui sont harcelés maintenant, pour les parents de ces enfants qui peut-être nous regardent aujourd'hui, qui nous regardent ce soir. Est-ce que vous avez un message à leur dire, qui se demandent, qui se disent « je ne sais pas quoi faire pour aider mon enfant aujourd'hui » ? Oui, aujourd'hui, il faut se battre. Il faut faire toutes les démarches. Pour moi, pour ma part, si j'aurais pu faire quelque chose aujourd'hui, c'est peut-être plus mettre ma fille à l'école. C'est malheureux, mais à choisir entre d'avoir des courriers de l'académie ou d'avoir ma fille en vie, le choix est vite fait, quoi. Pourtant, vous avez tout fait pour la sauver. J'ai tout fait. J'ai tout fait et c'est pour ça aujourd'hui que c'est mon combat et je lâcherai rien jusqu'à mon dernier souffle. Je serai là et j'aiderai toutes les familles. Je veux vraiment ouvrir une association par la suite par rapport à ça pour lutter contre le harcèlement. C'est vraiment une chose qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui d'aider les autres. On n'a pas sauvé ma fille, mais moi je veux sauver les autres aussi.
Est-ce que les enfants sont en sécurité à l'école? Pour moi, non. Pour moi, pas du tout, parce que regardez aujourd'hui le résultat. On met des enfants à l'école pour qu'ils soient en sécurité, pour qu'ils soient bien entourés, et au final, ma fille vivait un calvaire, quoi. Vous avez reçu beaucoup d'appels de parents ou pas qui ont un enfant harcelé? J'ai eu beaucoup de personnes physiques qui sont venues me voir après la marche blanche. J'ai énormément de messages, c'est des centaines de messages, quoi. J'essaye de répondre un maximum déjà, mais c'est un peu compliqué pour le moment par rapport avec ma fille, quoi. Je veux dire, moi, je viens de perdre ma fille aussi, mais je suis là, voilà. J'essaie de les aider au mieux. Est-ce que vous savez à quelle échéance ça va bouger? Est-ce que Brigitte Macron vous a dit il va y avoir tel rendez-vous bientôt? Est-ce qu'elle vous a donné un calendrier ou pas? Pour vous dire, c'est pas seulement des mots en l'air ce que je vous dis, vous allez voir, ce sera concret bientôt. Oui? Il y a un premier retour qui doit être fait dans les prochains jours à la suite d'une réunion entre les 4 ministres, le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Éducation nationale et le ministre du Numérique, qui doivent se concerter pour établir, nous l'espérons, c'est ce qui nous a été dit, un programme efficace de lutte contre toutes ces dérives des réseaux sociaux, pour arriver à les contraindre à respecter ces obligations de modération de contenu illicite. Ça va intervenir dans quelques jours, on doit être tenu informé. Nous avons demandé à être associés à toutes les démarches qui vont être entreprises, même à l'élaboration, si des idées peuvent être partagées, ou avec la maman de l'INSEE qui peut apparaître comme une ambassadrice de cette cause, une cause qu'elle veut faire de dimension nationale. Et puis une autre chose qui est des visites qui doivent être organisées dans les prochaines semaines, de tous les centres d'appel, par exemple le 30-18 notamment, qui permettent à des enfants harcelés de pouvoir recevoir une écoute attentive de professionnels qui ont été formés. Le ministre de l'Éducation veut augmenter ses plateformes d'écoute. On a surtout parlé avec Brigitte Macron et le ministre du Numérique qui veulent nous inviter pour que nous puissions voir qu'est-ce qui a été fait et comment on pourrait donner un peu plus d'écho à cette cause-là pour ces personnes et ces enfants qui sont totalement isolés. Et oui, donc vous allez travailler avec le ministre de l'Éducation. Vous êtes en colère contre lui parce qu'il ne vous a jamais appelé après le drame. Enfin, il disait avoir cherché à vous joindre, mais vous n'avez jamais reçu de coup de fil ni rien. Non, c'est totalement faux. Il ne m'a pas joint du tout. En fait, j'ai reçu un message de lui, de sa secrétaire particulière, juste après la conférence de presse. Sinon, de la semaine dernière, voilà. Donc assez tard. Il aurait dit avoir cherché mon numéro à la sous-préfecture, etc. Mais c'est faux. Margot Vullier est avec nous. Bonsoir, journaliste à Tech & Co. C'est vrai qu'on s'interroge à la fois sur les sanctions qui peuvent être prises, déjà à titre individuel, donc les sanctions administratives. On verra ce que donnera la procédure par ailleurs, mais on s'interroge aussi sur la lutte contre le harcèlement sur Internet. Guillaume en parlait tout à l'heure. Que répondent les géants du numérique? On avait un responsable de Facebook, de Meta, qui nous avait contacté vendredi dernier. On avait vu cette réaction ensemble, il bottait en touche. Et c'était, je vois bien, je partage la douleur, mais ensuite, aucune décision n'est prise. Oui, en effet, c'est compliqué du côté des plateformes d'avoir des réponses. Vous avez, donc on le disait, porté plainte contre Facebook France et Instagram France pour non-assistance à personnes en péril. Qu'est-ce que vous attendez des plateformes, en tout cas pénalement, on va monter d'un cran, puisque manifestement, on est dans le cadre d'une complicité, d'incitation à la haine, à la violence, et dans le cadre d'une totale impunité. À la fois une impunité des réseaux sociaux, une impunité des harceleurs qui peuvent se cacher derrière l'anonymat, mais surtout une impunité des réseaux sociaux qui veulent, dans le cadre d'une forme d'opacité, qui refusent de collaborer avec les autorités. Et il y a quand même une réalité qui est absolument insupportable, c'est de savoir que ces réseaux sociaux arrivent à exploiter et à favoriser la prolifération de contenus de haine, violents, etc., pour arriver à caser du contenu publicitaire et donc à gagner de l'argent. Ils gagnent de l'argent en multipliant la publicité sur des flux haineux. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les sociétés, les grandes multinationales qui ont pu, vis-à-vis de qui Facebook a facturé
des honoraires, des factures par rapport au flux de l'INSEE. Je suis sûr que si on savait quelles sont les sociétés pour qui Facebook, Instagram ou TikTok ont gagné de l'argent sur les horreurs qui ont été profanées sur l'INSEE avant son décès et depuis sa mort, je crois qu'on serait sidéré. Ils vont vous répondre l'argument des fabricants de fusils. Si vous tuez quelqu'un avec un fusil, le responsable, c'est celui qui tue, c'est pas celui qui a fabriqué le fusil. Et donc, ils vont vous dire, mais au fond, nous fournissons une plateforme. Après, on a des règles d'utilisation. Si certains les enfreignent, ce sont eux les responsables et pas nous. Ils se retranchent toujours derrière cet argument. Mais aujourd'hui, comment protéger les enfants? Parce qu'il y a des systèmes, on parlait par exemple à propos de Roland Garros, il y a une société française Bodyguard où son but justement, c'est de filtrer les messages, c'est de faire qu'en tant que joueur de tennis harcelé, si jamais j'étais joueuse par exemple, je ne verrais pas toute la haine. Elle me serait cachée, je serais ainsi protégée, comme si elle n'existait pas. C'est en effet filtrer les messages. Et il y a le fait aussi d'un propos illicite. Une plateforme doit supprimer le message si le propos est manifestement illicite, s'il a été signalé et qu'il n'a pas été supprimé. Là, la plateforme va devoir en répondre. Après, il y a le fait qu'en Europe, les sièges des plateformes sont situés en Irlande et qui rend encore plus compliqué la démarche judiciaire derrière. On parlait également du gouvernement. Il y a un projet de loi du gouvernement pour sécuriser l'espace numérique qui propose notamment le fait qu'une personne qui a été condamnée pour cyberharcèlement ne puisse plus revenir sur cette plateforme les 6 mois suivants et 1 an en cas de récidive. Après, techniquement, ça reste un petit peu compliqué. Est-ce que les plateformes dressent des listes noires, par exemple, d'adresses mail? Est-ce qu'on parle d'adresses IP qui sont un petit peu la carte d'identité des ordinateurs? Techniquement, ça reste un petit peu flou. En tout cas, il y a des choses qui sont proposées. Et ensuite, au niveau européen, notamment avec le Digital Services Act, qui là ferait en sorte, en tout cas qui essaye de faire en sorte que les plateformes, ça aille plus vite entre les pays européens et les plateformes. Et après, c'est difficile d'entendre ceux qui disent il faut couper le téléphone portable de l'enfant, etc. On voit qu'à notre époque, c'est impossible qu'un enfant n'ait pas un téléphone portable puisque tout le monde en a un. J'imagine que vous y avez pensé à un moment. Quand le directeur m'a dit prenez le téléphone de votre fille et punissez-la, bien sûr, je ne l'ai pas puni, mais j'ai pris son téléphone. Je l'ai fait 2 jours. Et l'INSEE me disait, mais maman, c'est pas moi qui fais du mal. Oui. Eux, elles ont leur téléphone, pourquoi moi je suis punie? Et là, je me suis dit, il faut que je lui rende en fait. Parce que c'est vrai qu'elle avait rien fait. Et c'est pas pour autant que ça continuait pas. Elle allait à l'école, ça continuait quand même. Alors que la loi prévoit qu'on puisse saisir le téléphone, non pas du harcelé, mais du harceleur. Qui semble plus logique. Mais ça n'est pas fait dans les faits. La preuve, c'est que ces personnes continuent d'avoir accès à leurs moyens numériques. Il y aura toujours le moyen de trouver un autre ordinateur, un autre téléphone. Un autre écran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. J'avais une toute dernière question. Comment voulez-vous que nous nous rappelions de votre fille? Avec quelle image? Il ne faut rien lâcher, il faut se battre. Je vous dis, aujourd'hui, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle et je vais ouvrir une association. On fera des marches blanches, on fera beaucoup d'actions. On n'oubliera pas l'INSEE comme ça. C'est pas possible. Et elle était comment, pour qu'on ait la bonne image d'elle? C'était quelqu'un qui était pleine de vie, souriante. Elle avait des passions, elle voulait être actrice, elle chantait. Elle était serviable. C'était un amour, quoi. Merci 1000 fois d'avoir pris le temps d'être venu nous voir ce soir dans le 90 minutes. Merci à tous les 4.